d'être enregistré. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en ce jeudi 11 novembre sur l'heure du dîner. Nous sommes donc en midi de discussion sur l'économie sociale avec nul autre que Monsieur Laurent Lévesque, qui est cofondateur et directeur général de l'UTIL, également président du chantier d'économie sociale, et moi-même, Olivier Day, directeur général du pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent à Montérégie-Ouest. Alors, la première des choses que je dois dire dès l'instant, c'est bonjour Laurent, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Bon appétit tout le monde si vous êtes en train de manger. Je ferai ça à votre place moi aussi. Tout à fait. N'hésitez pas à prendre votre lunch. C'était vraiment dans cette optique-là qu'on crée cette formule-là de discussion pour vous permettre de justement vous acquérir davantage d'informations peut-être et de connaissances sur l'économie sociale. La formule sera très simple ce midi, en fait. J'initie la conversation avec une question que je pose à Laurent. Et ensuite de cela, ce sera vos questions qu'on va prendre au fur et à mesure de la conversation qu'on aura. Peut-être qu'on va parler 30 minutes avec une seule question, peut-être qu'on va en faire plusieurs. Et ce qu'on vous invite en fait, c'est soit de prendre la parole et donc de lever la main si vous voulez poser une question ou de l'écrire dans le chat et on relèvera tout simplement comme ça les questions que les gens pourraient avoir à poser à moi et à Laurent. Donc, ça vous convient comme format? C'est assez simple. Très bien. Ben, écoute, Laurent, ma première question, tu n'auras aucun doute. Ça sera très clair. Alors, Laurent, qu'est-ce que l'économie sociale? Oui, ben c'est pas très gentil comme question parce que ça, c'est le genre de question où tu peux aussi parler 30 minutes ou 5 minutes pour répondre à cette question. Mais je vais dire d'emblée que on peut regarder l'économie sociale à différentes échelles, hein. Puis c'est pas la même chose qu'on voit, dépendamment de où est-ce qu'on porte le regard. Fait que pour garder ça simple, je donnerais il y a deux façons de voir ça. La première façon, à l'échelle plus micro, tu sais, à l'échelle terre à terre, c'est un modèle d'entreprise, hein. C'est ça qu'on fait. On fait de l'activité économique, on fait de la production de biens et services dans des entreprises collectives. Puis, ben, fondamentalement, qu'est-ce qui distingue l'économie sociale à l'échelle de l'entreprise? C'est de mettre l'humain avant le capital. Donc, c'est des entreprises qui ont tout en commun une série de critères là, qu'on pourra rentrer dans le détail si on a le goût d'aller dans cette direction-là, mais qui sont enchâssés dans la loi sur l'économie sociale, puis qui démarquent ces entreprises-là des entreprises privées à profit, autant au niveau des objectifs, de la structure de gouvernance que de la redistribution des surplus. Donc, c'est vraiment un modèle d'entreprise qui permet de réaliser une immense variété d'activités économiques, hein. Il y a des entreprises collectives dans des sphères aussi variées que la gestion des forêts, les coupes forestières, jusqu'aux soins à domicile, la petite enfance, le recyclage, la production d'ébénisterie. Tu sais, c'est hyper varié Vraiment dans tous essentiellement les secteurs. dans tous les Vraiment. secteurs. Puis je pense que ça, c'est un truc qu'on répète sans cesse, c'est que l'économie sociale, c'est pas un secteur de l'économie, c'est une réalité transversale qui est présente dans presque tous les secteurs. Même en construction, il y a une poignée d'entreprises collectives au Québec. Fait que ça, c'est l'échelle, c'est un peu micro, si on veut, à l'échelle de l'entreprise, mais si on regarde une échelle plus macro, l'économie sociale, c'est aussi un mouvement, c'est aussi un mouvement social de transformation de l'économie québécoise, de démocratisation, tu sais, de créer une autre façon de faire du développement économique, du développement territorial, une autre façon d'avoir plus de pouvoir citoyen sur l'économie aussi à travers ces entreprises-là. Puis, ben, ce mouvement-là, c'est plus que juste la somme de toutes les entreprises d'économie sociale. C'est d'un côté des structures qui font la promotion de ce modèle-là, comme par exemple le pôle que tu diriges, Olivier, mais aussi des organisations politiques à l'échelle provinciale, comme le chantier d'économie sociale, puis des organisations de soutien au développement du mouvement, puis des entreprises comme les différents outils financiers de l'économie sociale, des organisations de liaison comme le TIES, puis aussi, mais tous les alliés de ce travail-là, le mouvement de l'économie sociale depuis les années 90, où il a commencé au Québec, c'est toujours appuyé sur des relations avec d'autres mouvements sociaux, que ce soit les syndicats, le mouvement des femmes, pour aller chercher ces gains, puis les politiques publiques qui ont accéléré le développement de l'économie sociale. Puis ça reste, fait que ça donne à notre mouvement un caractère plus politique que beaucoup d'autres organisations à caractère économique. Puis c'est là où la dimension
la dimension sociale se traduit quand on regarde le grand volet. Quand on y va techniquement, qu'on va essayer de voir justement pour distinguer à gauche et à droite ce qu'on peut identifier comme une entreprise d'économie sociale, il y a justement des références qu'on peut faire notamment à la loi sur l'économie sociale. Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, il y a la loi en 2013 qui a été adoptée par le gouvernement du Québec, ici au Québec. Et ça, c'est un élément aussi qui est un peu spécial, si on veut, en quelque sorte. C'est que partout dans le monde, si on se promène à gauche et à droite, tous les pays ont une définition vraiment distincte et différente, propre à leur propre nation, en fait, sur ce qu'ils considèrent de l'économie sociale. Ici, au Québec, par rapport au reste du Canada, d'ailleurs, il y a une distinction par rapport à ça qu'il faut être conscient, dans le fond, qui existe. Dans le reste du Canada, on parlera de social economy. Au Québec, il y a vraiment économie sociale avec une définition où l'apport du modèle démocratique est clairement enchâssé dans la loi, ce qui n'est pas nécessairement tout à fait le cas. Tu me confirmes, hein, Laurent? Ce n'est pas tout à fait le cas, c'est ça, du côté Ben, du de reste du toute façon, Canada. c'est juste pas autant défini. La loi sur l'économie sociale du Québec, c'est une des premières dans le monde, puis pour le moment, c'est encore la seule au Canada. Donc, ça nous aide d'avoir des définitions plus claires comme ça, puis des frontières qui sont quand même jamais 100% fermes ou faciles, là, mais ça permet de vraiment définir qu'est-ce qu'une entreprise d'économie sociale, puis d'éviter le social washing, qui est toujours un risque Oui. quand on est quand des entreprises veulent se revêtir de bonnes intentions. Là. En économie sociale au Québec, les définitions sont claires, puis l'appartenance, elle est évidente. Exactement. Puis si jamais les gens, justement, cherchent un peu de l'information sur des données, sur qu'est-ce qui peut exister par rapport, justement, sur l'économie sociale présentement, moi, j'aimerais, dans le fond, référer les gens sur le portrait de l'économie sociale qui a été fait en 2016 par le gouvernement du Québec via, évidemment, l'Institut de la statistique, qui est l'instance, évidemment, de recherche scientifique sur le territoire. Puis ici, on va consulter, justement, cet outil-là magnifique qu'ils ont fait par rapport à ce portrait-là. Bien, on va chercher l'information notamment sur le nombre d'entreprises, sur le chiffre d'affaires combiné de l'ensemble des entreprises au Québec. Et dans les statistiques et faits saillants, justement, qu'on peut relever par rapport à ça, bien, justement, le nombre d'entreprises au Québec, les gens qui sont dans l'écosystème, vous n'avez pas le droit de réponse, mais ceux qui sont non initiés par rapport à ça, soit à main levée ou dans le chat, peut-être indiquer, selon vous, combien d'entreprises ça représente au Québec, l'économie sociale, sans aller regarder tout de suite le portrait. Combien y a-t-il d'entreprises d'économie sociale, selon vous, au Québec? Alors, vous pouvez dire n'importe quel chiffre que vous pensez qui pourrait être considéré en économie sociale. 7. Alors, 7. Alors, on dit 2 000, 5 000, 10 000, 11 000. Et donc, la réponse qui se retrouve dans le portrait, donc, effectivement, de l'économie sociale, c'est 11 200 entreprises d'économie sociale qui existent au Québec. Donc, et ça représente 10 de l'économie au Québec en soi, en termes d'entreprise. Mais en termes de chiffre d'affaires aussi, c'est 47,8 milliards de dollars que ça représente en termes de chiffre d'affaires et donc de propriété, d'activité économique sur l'ensemble du territoire de la province. Et dans les autres statistiques aussi également qui sont très significatives, combien de salariés, selon vous, y a-t-il dans toutes ces entreprises d'économie sociale-là? Si on combine l'ensemble des 11 000 entreprises, combien, selon vous, ça représente d'emplois? Alors, certains chiffres ici qui sont donnés. On a 100 000, 30 000, ouais. 250 000, 30 000. Alors, le bon chiffre, c'est 220 000 emplois. 220 000 emplois, donc, et on résume donc pour 11 200 entreprises et qui représentent 47 milliards de chiffre d'affaires à l'ensemble de la province. Bravo à Mathieu qui donc, était le plus proche. Tu oui, gagnes effectivement. Un morceau de robot. Très bien. Je rajouterais aussi dans les documents d'introduction, si tu me permets, Olivier, que le chantier, c'est un petit plug, là, mais vient tout juste de publier un excellent guide d'introduction à l'économie sociale qui fait un bon travail de résumer les définitions, les subtilités, les différents statuts juridiques aussi, parce que ça, c'est toujours une des questions. On dit que c'est les entreprises collectives, les entreprises d'économie sociale, mais ça inclut les OBNL, les coopératives. Il y a plusieurs modèles de coopératives, les mutuelles, puis de manière croissante aussi, on reconnaît les fiducies d'utilité sociale. Donc ça, c'est autant de différents modèles qui sont documentés dans ce magnifique guide que tu viens de partager. Merci. Effectivement. Comme ça, les gens pourront aller le consulter sur
le mettre sur leur table de chevet et pouvoir le consulter en tout temps par la suite des choses par rapport à cela, afin d'aller chercher davantage justement d'informations à ce niveau-là. Et sinon, j'aurais envie de me tourner tranquillement vers vous, cher public et audience silencieuse, afin de vous inviter, si vous avez des questions que vous aimeriez poser à Laurent et moi-même, afin de continuer de poursuivre la conversation. On est très ouvert, dans le fond, à poursuivre cette conversation. Et sinon, on va simplement continuer comme ça à échanger tout le long de l'heure du dîner. Alors, on a Joanne Dessart02 qui aurait une question. Bonjour, Joanne. Allô, bonjour. Merci pour cette belle discussion qui est tout à fait pertinente pour moi. Là, on voit par Essar 02 que je travaille à un pôle d'économie sociale pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, il y a encore des interrogations, je pense, qu'on se pose tous. Du moins, moi, là, il y a une question qui me trotte beaucoup dans la tête depuis que je suis arrivée au pôle. Et parce que, bon, j'avais fait un peu des études là, en lien connexe avec l'économie sociale, le mouvement, autant au Québec, au Canada, en Amérique, que le mouvement mondial. Puis je me demande, quand on parlait tantôt des définitions spécifiques de chacun des territoires sur l'économie sociale, est-ce qu'on a un historique ou une piste là, dans laquelle je pourrais aller chercher plus d'informations pour savoir à quel moment, nous, au Québec, on a exclu le terme solidaire de l'économie sociale? Donc, on voit souvent le SS un peu partout là, à l'extérieur du Québec. À quel moment et pour quelles raisons, là, nous, ici au Québec, on a pris la décision d'exclure ce terme-là de notre définition? C'est une bonne question. Moi aussi, j'ai fait des études là-dedans, puis j'ai lu un article scientifique là-dessus que je pourrais essayer de retrouver, mais peut-être pas séance tenante parce que ça va être un peu aride. Mais une des raisons pour ça, c'est que dans ce qu'ils appellent en France l'économie solidaire, ça inclut beaucoup d'activités qui ne sont pas de production de biens et services. Et ou qui ne sont pas incorporées, donc pas des entreprises. Ça va inclure, par exemple, tout ce qui est monnaie locale, approche de circuits courts en agriculture, associations d'activités locales qui ne sont pas nécessairement incorporées. Puis ça inclut aussi dans certains pans de ce que nous, on appelle au Québec l'action communautaire. Qui justement n'a pas nécessairement d'activité productive de biens et services. Donc, ça a l'avantage de créer un plus grand parapluie, un plus grand chapeau dans lequel plus de gens peuvent se reconnaître, le terme ESS. Mais évidemment, ça dilue aussi les réalités communes. Puis quand le chantier de l'économie sociale a été fondé, d'abord comme le groupe de travail en économie sociale du Sommet de l'économie et de l'emploi en 1996, l'objectif, c'était vraiment dans le cadre d'une réflexion sociale puis politique au Québec sur des dimensions d'économie et d'emploi. Fait que je pense que ça, c'est un peu anecdotique, la création du chantier, mais ça explique pourquoi c'est l'économie sociale, le terme qui est ressorti. Surtout que historiquement, au Québec, surtout à cette époque-là, de la fin des années 90, début des années 2000, le mouvement communautaire ne se reconnaissait pas dans ce terme-là de l'économie sociale, puis il y avait beaucoup de friction. Donc, de les convaincre de rentrer dans un chapeau d'économie sociale et solidaire, c'était pas quelque chose qui, je pense, aurait été facile à vendre. Maintenant, évidemment, ça a évolué, là, cette dynamique-là. Puis aujourd'hui, toute l'action communautaire autonome est reconnue par le gouvernement autant que l'économie sociale avec des politiques puis tout ça à ce niveau-là. Puis il y a plein d'organisations communautaires qui sont bien plus à l'aise qu'à une autre époque de dire qu'elles ont des activités d'économie sociale. Donc, ça ne fait pas nécessairement d'elles des entreprises d'économie sociale au niveau de leur identité propre, mais on tolère qu'il y a un chevauchement entre ces réseaux-là où tu as des organisations communautaires avec des activités de production de biens et services qui donc sont considérées une composante d'économie sociale. Mais c'est parce qu'il y a cette possibilité-là d'avoir une identité distincte quand même avec le chapeau communautaire que je pense qu'il est encore quelque chose qui est souhaité par ces organisations-là. Puis, à l'inverse, ce qu'on est en train de réussir au Québec, qui est plus difficile pour l'ESS en France, c'est d'inclure dans ce chapeau de l'économie sociale les coopératives, les grandes coopératives surtout, qui sont des grandes entreprises et qui ne considèrent pas avoir grand-chose en commun avec l'économie solidaire, qui est souvent des petites initiatives citoyennes. Mais ça, c'est un autre schisme qui existe
ailleurs entre ce qui est considéré l'économie sociale et ce qui est considéré le mouvement coopératif. Puis au Québec, la loi sur l'économie sociale reconnaît comme interlocuteur privilégié du gouvernement et le chantier de l'économie sociale et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, puis on travaille ensemble. Puis ça, c'est important parce que c'est au bénéfice de toutes les entreprises d'économie sociale, coop, au BNL, mutuelle, d'avoir cette force de frappe-là dans la dimension entreprise économique. Mais c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tous ces différents mouvements-là qui ont tous leur identité propre, coop, communautaire, économie solidaire, économie sociale. Puis jusqu'à maintenant, j'ai vu aucun territoire dans le monde qui a réussi à mettre tout le monde ensemble sous le même chapiteau. Il y a toujours des frictions, puis des tensions, puis des réseaux différents. Puis dans une certaine mesure, c'est sain qu'il y ait des réseaux distincts qui existent pour que les organisations qui partagent des éléments puissent se regrouper puis se reconnaître. Ça répond Absolument. super bien à ma question. Puis, Vraiment, ben Laurent oui, a la capacité de bien synthétiser l'historique en 5 minutes, de l'historique de pourquoi ça a été notamment retiré dans l'appellation, si on veut, locale qui nous concerne au Québec. merci beaucoup. Et Joanne, est-ce que tu avais un autre Ben élément non, que je tu voulais voulais juste ajouter? ajouter là, que oui, je serais curieuse là, si plus tard, dans le chat de la conversation ou en suivi, là, peut-être en envoyant l'enregistrement à une liste des participants, je serais très intéressée de pouvoir mettre un œil là, sur les recherches là, ou les documents dont il y a été question. Je vais essayer de le retrouver. Merci beaucoup. Je vais dire, est-ce que c'est Marie-G Bouchard? Parce que c'est une des sommités au Québec en termes de cadre conceptuel et de tout ce qui a été, dans le fond, décliné de ce côté-là, mais c'est ça, je m'en allais dire ça. Peut-être un ajout par rapport à ce que Laurent a dit aussi. C'est une particularité au Québec, mais il existe une loi sur les coopératives, donc il y a vraiment une codification qui se fait pour les coops. Pour l'économie sociale, plus largement, c'est encore en fait un nœud, si on veut, qui est encore à explorer puis à bien, si on veut, préciser là, dans l'ensemble des lois, parce que présentement, la seule façon de dire OK, bien, c'est quoi une entreprise d'économie sociale? Au sens de la loi, il y a une interprétation qui peut se faire, mais il n'y a pas une codification encore formelle et légale pour l'économie sociale. Et ça, c'est un enjeu, justement. Ça fait 20 ans que le mouvement est vraiment plus, si on veut, agglutiné, qu'il y a beaucoup plus d'outils qui sont à la disposition de l'écosystème pour bien comprendre les subtilités de l'économie sociale. Mais il reste encore ce gros pas-là en avant dans le futur, d'être capable de davantage être à l'aise, d'identifier, de reconnaître surtout qu'est-ce qui est de l'économie sociale au Québec. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Laurent? Non, mais je pourrais répondre à une première question dans les La question de commentaires de Malka. Malka. Oui. Qui es-tu, monsieur cofondateur et président directeur général, pardon, de l'Utile? Ben, je pense que la façon la plus brève de présenter mon entreprise, c'est juste de dire le nom au long de l'acronyme. Donc, UTILE, c'est l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. Donc, on implante du logement étudiant. La version 2 minutes de ça, c'est qu'on est un organisme à but non lucratif, donc évidemment une entreprise d'économie sociale sans surprise, dont la mission, c'est faire la promotion et le développement et l'opération de logements étudiants abordables au Québec. Donc, on est pour le moment le seul organisme, même au Canada, là, à travailler au développement de logements étudiants abordables. À ce chapitre-là, on fait beaucoup de travail de promotion de l'enjeu, donc on fait de la représentation, on parle de ça, on assure une visibilité médiatique aux besoins de plus en plus criants dans une crise du logement, en logement de la population étudiante. Et surtout, là, notre activité commerciale, c'est qu'on développe des projets immobiliers. Donc, on a 140 locataires en ce moment dans notre premier projet. Puis, on a 3 projets en construction ou en développement qui vont loger 500 autres personnes d'ici 2 ans. Puis on fait ça beaucoup. C'est vraiment un modèle de prise en charge par la communauté. Ça a été fondé quand j'étais aux études avec d'autres étudiants et étudiantes. Puis on travaille beaucoup avec les associations étudiantes. Donc notre gouvernance, par exemple, s'appuie beaucoup sur le mouvement étudiant autant que la redevabilité à nos locataires ou nos employés. Fait qu'on est beaucoup dans une logique de par et pour. Trouver une solution au manque de logement par et pour la population étudiante, ce que je pense qui est vraiment une des valeurs fondatrices de l'économie sociale. Et qui est un enjeu à plus grande échelle si on regarde l'ensemble de la province de Québec, qu'est-ce qui est le logement étudiant et tout ça. Donc, c'est une superbe initiative sur l'île de Montréal, doit-on le préciser? D'autant plus Non, que mais Montréal, on s'entend. On est à la grandeur du Québec. On a des projets en développement à Trois-Rivières puis à Québec. Oh! D'accord. Puis on est sollicité par des cégeps, des universités, des associations étudiantes dans 3-4 autres villes déjà en ce moment
Fait que non, on est en train de répandre le modèle. Puis il y a une autre dimension là-dedans que je pense qui est centrale à beaucoup de projets d'économie sociale aussi, qui est une logique de développement territorial. Donc, nous, on développe nos projets pas juste pour construire un bloc puis stationner des étudiants dedans. On vise d'un côté à développer des projets bien intégrés dans la ville qui amènent des retombées urbaines, économiques positives. Puis deux, aussi offrir un milieu de vie de qualité à valeur ajoutée, pour qu'il y ait un bénéfice à être dans une communauté étudiante où tu vis avec d'autres personnes aux études, puis où tu peux te prendre en charge, où il y a vraiment une logique plus d'encapacitation ou d'empowerment en anglais, comparé à l'expérience qu'auraient les gens dans une résidence universitaire ou collégiale classique. Combien d'emplois et quel est votre chiffre d'affaires, Laurent, au niveau de l'utile, présentement, pour donner une idée de grandeur un peu aux gens? Bien, en ce moment, au niveau du groupe utile, on est plusieurs entités à but non lucratif, mais on a à peu près une quinzaine d'employés, puis on a un chiffre d'affaires en ce moment d'à peu près 2,5 millions. Mais d'ici 2 ans, on va être rendu à 5,6 millions de chiffre d'affaires. On est vraiment dans une phase de croissance là, depuis qu'on a démontré la viabilité du modèle. Et c'est combien d'unités concrètement que vous avez là actuellement déjà construites, puis combien qui sont en projet pour donner une idée aussi de ce côté-là? En ce moment, on a 90 logements construits. On en a 440 à peu près qui sont en projet. Puis on a l'objectif d'ici 2025 d'en avoir construit ou être en construction pour à peu près 1200 unités. Puis Bravo. c'est un des secteurs où il y a le plus de croissance en matière de logement abordable en économie sociale. Une des raisons pour ça, c'est qu'on est en train de rattraper un déficit immense. Là, en ce moment, il y a tellement de besoins en logement étudiant au Québec qu'on doit malheureusement reporter certains projets et partenariats en disant aux gens d'attendre qu'on ait de la capacité. Mais surtout, ça montre que c'est possible de faire du logement qui non seulement est abordable, puis on a un modèle de financement qui n'est pas celui du logement social, là, donc on ne dépend pas de subventions du gouvernement provincial, mais on montre que non seulement c'est possible de faire ça, c'est possible de construire du logement abordable là pour répondre à la crise, mais aussi et surtout de le faire avec une approche, puis ça c'est l'avantage de l'économie sociale, qui assure l'abordabilité pour les générations futures, puis qui assure qu'on développe un actif euh, qui est pour les générations futures, puis qui crée de la richesse collective. Oui, effectivement, c'est pour le long terme, en fait, que vous travaillez au niveau de l'utile dans la perspective que ça va permettre de pérenniser un modèle Exact. qui va assurer un minimum de services, dans le fond, pour la population étudiante, notamment la question, évidemment, du logement, Mais qui qui va devient de plus assurer en aussi plus... que ces logements-là vont rester abordables, parce que c'est ça la différence de Oui, l'économie sociale avec toute autre forme. Même en ce moment, je ne sais pas si les gens qui ont suivi les politiques publiques en habitation, il y a eu beaucoup de critiques de certaines interventions fédérales où le gouvernement fédéral met beaucoup d'argent pour le logement abordable, mais ça va à des développeurs privés qui, dans certains cas, garantissent l'abordabilité pour seulement 5 ans, 10 ans, maximum 20 ans. Mais après, évidemment, ils vont vouloir maximiser leur loyer pour pouvoir maximiser leur rendement. Avec une entreprise d'économie sociale, je trouve que le logement, c'est un bon exemple de comment le renversement de la logique, quand on dit mettre l'humain avant le capital, comment ça a des impacts concrets, non seulement sur les individus qui vivent dans ces logements-là, parce qu'évidemment, on ne va pas rénovicter quelqu'un pour doubler son loyer, jamais, mais aussi pour le marché, parce que la crise du logement dans laquelle sont beaucoup de municipalités au Québec en ce moment, ça vient du fait que non seulement on manque de logements, mais que dans un contexte de manque de logement, les propriétaires en profitent pour augmenter leur loyer le plus possible. Le logement communautaire, puis on n'est vraiment pas les seuls là-dedans, c'est tous les OBNL puis les coops d'habitation qui existent déjà au Québec. Dans une crise du logement, ils n'en profitent pas pour augmenter leur loyer. Donc, ces logements abordables-là, c'est une protection aussi pour les futures crises du logement qui sont inévitables dans un marché cyclique, pour dire, bien, on va protéger la capacité de nos municipalités à loger des ménages à faible revenu. Dans notre cas, c'est la population étudiante, mais c'est une démonstration pour une logique non spéculative pour le marché immobilier qui est vraiment au bénéfice des communautés puis des générations futures. oui. Puis j'ajouterais que dire à quel point on a besoin de ça, de retirer un peu la spéculation là, du marché immobilier parce que la pression a été extrêmement à la hausse au courant des 2 dernières années. On l'a vu à quel point le marché s'est enflammé là, à un point jamais vu auparavant. Et qu'à ce niveau-là, ça prend des initiatives, justement, comme vous déployez au niveau de l'utile, Laurent, pour permettre, c'est ça, pour permettre à ce que ce besoin-là de base, parce qu'en fait, c'est ça la question. Je pense que c'est un peu ça, en fait, qui est le plus important à retenir, c'est que
l'économie sociale, en fond, tient à cœur la question de dire, au final, c'est un droit d'avoir accès à du logement comme ça, à prix juste, puis pas juste simplement d'être, comment dire, dans une optique marchande à ce Exact. niveau-là. Et il faut le conserver à ce niveau-là et le promouvoir davantage. Notamment, c'est ça, par des entrepreneurs qui le prennent à cœur et le développent à travers un modèle d'affaires comme ça. Puis c'est ça la beauté, mais aussi le paradoxe de l'économie sociale, c'est qu'on agit au sein d'un marché. C'est un modèle d'économie de marché, mais on agit dans une logique non marchande. Puis c'est ça la beauté des choses, c'est que dans un marché donné, mettons là, on parle du marché de l'habitation, bien, tous les promoteurs, tous les propriétaires de l'économie sociale ne profitent pas des dynamiques de marché pour maximiser leur rendement. Puis je pense que si on avait une masse critique de logements en économie sociale, comme c'est le cas par exemple à Vienne où le 2/3 du parc immobilier est soit en propriété publique ou coopérative, ça change toutes les dynamiques de marché aussi où justement tu n'as pas autant de possibilités d'avoir des dynamiques prédatrices. Mais c'est vrai aussi sur par exemple le marché de l'emploi, une coopérative de travail ou n'importe quelle entreprise d'économie sociale qui priorise la création d'emplois de qualité va se distinguer au niveau des conditions de travail. Puis ça, peu importe les fluctuations du marché de l'emploi. C'est vrai sur tous les marchés qu'on pourrait regarder, les entreprises collectives s'insèrent dans ces marchés-là. Elles doivent, mettons, je veux acheter des terrains pour faire mes projets, je compétitionne avec des développeurs de condos. Mais une fois que j'ai acheté un terrain pour faire un projet, ce projet-là va être retiré d'une logique spéculative et marchande à tout jamais. Puis ça, je pense que c'est la beauté de ce modèle-là. Tout à fait. En tout cas, ça vient solidifier justement une espèce de rempart par rapport à toute la spéculation qui pourrait continuer à avoir une pression à la hausse sur le coût de ces loyers-là et qu'on sait à quel point les étudiants, ce ne sont pas les plus grands, les plus grands, c'est ça, les détenteurs d'une capacité de pouvoir payer un loyer à haut prix. Donc, à ce niveau-là, ça devient une solution qui peut être justement très, très adapté à leurs besoins. Il y avait une question qu'on a passée depuis un petit bout de temps de M. Kassim Belmioub, si j'ai bien prononcé. La question se va comme suit. Je fais du surf sur l'idée de solidarité. Est-ce que vous pourriez nous présenter les divers défis en lien avec la mise en commun des ressources des diverses entreprises d'économie sociale? Je pense notamment au modèle de Community Land Trust et si des projets existent actuellement en ce sens. Est-ce que toi, Laurent, Ouais. ça t'évoque quelque chose? Oui, absolument. C'est des très bonnes questions. Je pense que la mutualisation puis le changement, le changement d'échelle de l'économie sociale, c'est un de nos défis là, pour les prochaines 10 à 20 années, à mon avis. Puis la mutualisation, c'est une stratégie vraiment intéressante pour faire ça parce qu'il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont relativement petites. Puis le fait de travailler ensemble puis de se mettre en commun nos ressources, nos capacités de frappe, ça peut permettre non seulement de mieux atteindre l'objectif ou la mission de chacune de ces organisations-là, mais aussi de débloquer un nouveau niveau d'impact puis d'organisation économique. Puis un exemple de ça que Solide représente bien. Donc, Solide, c'est un autre OBNL d'habitation actif sur la Rive-Sud avec un modèle un peu similaire à celui de l'utile, même si ça ne vise pas la population étudiante, on est en train de développer Solide, l'utile et d'autres organisations avec des missions similaires dans le Grand Montréal, une alliance de développeurs d'immobilier à but non lucratif pour augmenter notre capacité à non seulement faire de la représentation auprès des gouvernements, mais aussi, puis surtout, des fois, développer notre capacité d'action, mutualiser des expertises, des ressources pour être capable de développer plus vite parce que devant une crise du logement, c'est bien beau, chaque organisme fait tout ce qu'il peut pour acheter le plus possible d'immeubles, protéger des logements abordables de la spéculation, comme on vient de discuter, mais c'est bien plus efficace si on se met ensemble pour, par exemple, créer des fonds d'investissement, créer des ressources partagées, des choses comme ça. Bon, ça, c'était un exemple très proche de mon secteur, mais un autre exemple, par exemple, c'est un regroupement qui est en train de naître d'économie sociale et solidaire en aménagement. Donc, c'est un regroupement d'entreprises collectives du grand champ de l'aménagement du territoire qui est en train d'être fondé en ce moment. Puis ça inclut plein d'OBNL puis de coopératives qui font, mettons, des services conseils en urbanisme ou en patrimoine ou en environnement. Et qui sont souvent des relativement petites équipes. Puis ils ont fondé ce regroupement-là pour le principal objectif de pouvoir faire des consortiums pour aller chercher des plus gros contrats. Parce que
souvent dans les processus d'appel d'offres, des choses comme ça, tu as les donneurs d'ouvrages, souvent publics, ont tendance à essayer de créer des grands contrats avec un seul client, comme ça tu fais le processus, un seul fournisseur, comme ça tu fais le processus juste une fois. Mais souvent, des organisations d'économie sociale ont un bout de la réponse, mais il n'y a pas, mettons, une très grande firme d'architecture et d'urbanisme conseil comme Lemay ou autre dans le domaine de l'économie sociale. Donc, une logique de coalition, de consortium, permet de garder à la fois l'autonomie de chacune de ces organisations-là, puis leur saveur spécifique, tout en créant la capacité, la force de frappe pour aller chercher des plus gros contrats qui, en ce moment, ne sont admissibles qu'à des grosses firmes, parfois internationales, de services conseils privés. Fait que ça, c'est un bon exemple, tout en reconnaissant que c'est quand même un défi là, de faire ce maillage-là. Ça prend beaucoup de travail, de développement, de confiance, de relations. Puis ça fait 1 an et demi ou 2 ans. En fait, non, plus que ça, parce que ça remonte à avant la pandémie qu'il y avait des rencontres pour commencer à bâtir ce réseau-là, puis ces relations de confiance-là. Donc, ça, c'est nécessairement quelque chose qui prend beaucoup de travail. Puis, je vais terminer sur cette question-là en disant que ça, c'est du travail dont la valeur puis la pertinence est quand même reconnue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, notamment à travers certaines mesures du plan d'action gouvernemental en économie sociale 2021-2025, qui vient d'être adopté au printemps, puis qui inclut des mesures de financement pour de la mutualisation puis du développement de réseaux sectoriels ou d'intérêts d'entreprises collectives. Donc, surveiller les programmes du ministère de l'Économie si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que cette volonté-là de dire, OK, on va encourager puis soutenir financièrement le rapprochement puis la collaboration entre les entreprises d'économie sociale pour augmenter leur force de frappe, c'est quelque chose qui est partagé par le gouvernement. Puis en fait, j'ai une autre chose à dire là-dessus, c'est que cet esprit-là, il s'inscrit quand même vraiment beaucoup dans une des valeurs fondamentales du mouvement coopératif qui fait partie de la grande famille de l'économie sociale, qui est l'intercoopération. Mais ça, c'est inscrit dans les principes de Rockdale, qui sont les principes fondateurs des coopératives. Un des trucs que je trouve qui est regrettable à un certain niveau, mais en tout cas qu'on peut faire mieux, c'est qu'on devrait, je pense, s'approprier ce principe-là puis l'appliquer à toute la sphère de l'économie sociale, de développer ce réflexe-là d'intercoopération puis de soutien mutuel, entre autres au niveau du choix de fournisseurs au sein de chaque entreprise collective. Nous, on a une politique d'essayer de favoriser des fournisseurs d'économie sociale lorsque possible. Dans le sens qu'il n'y en a quand même pas, mettons, des entrepreneurs généraux en économie sociale en ce moment qui peuvent construire un immeuble de 100 logements comme c'est ce qu'on fait, mais je pense que si on adopte de telles politiques puis qu'on essaye de se donner des affaires entre nous le plus possible, on peut s'assurer que chaque dollar qui rentre dans le mouvement d'économie sociale circule le plus longtemps possible puis a le plus d'impact possible. Puis ça, ce serait vraiment structurant là, dans une logique de mutualisation. Effectivement, la question de justement d'avoir une espèce de charte interne, ou en tout cas, à tout le moins, des mesures comme ça à se dire, en tant qu'entreprise d'économie sociale, on va acheter auprès de nos collègues d'abord. Bien, ça se voit notamment sur le territoire, en région, par exemple, au niveau justement de la vallée du Haut-Saint-Laurent. L'entreprise Surbois, qui est une entreprise de réinsertion en emploi, qui travaille évidemment dans la menuiserie et de tout ce qui est production de biens et meubles, travaille notamment avec les CPE sur le territoire, donc les centres de petite enfance, un certain contrat avec justement des ententes tacites avec ces fournisseurs de services-là pour s'assurer que les boiseries à l'intérieur de ces installations-là soient construites en économie sociale. Donc, ça, c'est le genre d'exemple concret en termes d'échange de services qui peut se développer. La même chose peut se retrouver à plus grande échelle à d'autres niveaux, que ce soit fournisseurs de services ou de produits dans les différents modèles d'affaires qui sont déployés. Un autre exemple aussi qui peut se faire, c'est par secteur. Justement, tu parlais, Laurent, de certains secteurs à développer. Il y en a un présentement, puis c'est beaucoup les friperies en économie sociale, qui est un secteur qui reste un des grands chantiers, en fait, je crois, au Québec. Présentement, c'est vraiment la question des friperies d'économie sociale. Déjà, à Montérégie-Ouest, nous, c'est un travail qu'on fait sur le terrain, essayer d'aider ces gens-là à se regrouper ensemble, travailler ensemble dans la même vision, de voir un peu quels sont les enjeux qu'ils ont à adresser, la question notamment des communications, de faire bien connaître
les boutiques justement de vente qu'ils déploient, et aussi d'inciter aux dons volontaires de façon à ce que ce don-là soit quand même des qualités premières et non pas nécessairement de gainer et de choses qui doivent être après ça revendues ou jetées littéralement aux ordures. C'est un enjeu majeur, notamment, qui a été relevé, notamment avec la COVID. Les gens ont fait le ménage de leur garde-robe, évidemment. On a profité pour trier leur linge et tout ça, mais malheureusement, beaucoup de ce linge-là, en fait, qui a été non trié, ou en tout cas, à tout le moins, qui a été mélangé avec la qualité de deuxième ordre, s'est retrouvé dans les bacs de dons de ces friperies-là. Et donc, c'est un enjeu structurant pour cet écosystème-là, notamment, là, de se reparler, de consolider justement de quelle façon ils peuvent augmenter la qualité des dons et de pallier à ces problèmes-là. Donc, la question justement de réseautage à même le même type d'entreprise, même modèle d'entreprise, existe déjà à plusieurs niveaux, les entreprises d'insertion, les radiodiffuseurs, télévision communautaire, etc. Plusieurs autres modèles d'affaires le font déjà de façon tacite, la mutualisation de services. Mais l'intersectorialité aussi, c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'observe un peu partout là, sur la scène provinciale, en fait, qui se développe tranquillement. Et ça passe notamment par la déclaration d'achat comme ça à l'économie sociale, à même les entreprises d'économie sociale aussi, pour le faire. Et soit dit en passant, nous, au niveau du pôle, on fait ça. On a une déclaration d'achat depuis 2018 pour justement favoriser, lorsqu'on a à valeur égale des contrats à aller chercher pour certains fournisseurs de services, honoraires et professionnels et tout ça, et tout autre. On a une petite ligne qui dit qu'à valeur égale, on priorise l'économie sociale dans l'ensemble des fournisseurs de services. Donc, ça, c'est une mesure que vous pourriez, tous et chacun, adapter, notamment à partir d'aujourd'hui. Quand vous cherchez à valeur égale pour un contrat de service, vous pourriez avoir une petite charte à l'interne dans vos organisations qui dit on va privilégier l'économie sociale puisque l'achat est bien ancré dans l'écosystème et l'argent va retourner de façon, automatique à la contribution de le développement de la collectivité. Ouais, je suggérerais même que dans certains cas, on peut se permettre, selon le cas, on peut se permettre de considérer que un fournisseur d'économie sociale mérite même de payer un peu plus cher dans des domaines où, par exemple, les conditions de travail sont vraiment pas excellentes. Ça peut être bon de bénéficier de favoriser des fournisseurs qui ont des pratiques différentes, mais souvent, effectivement, c'est vraiment pas plus cher. On est concurrentiel. Justement, on est dans le marché des biens et services. J'ai le goût de rebondir sur la question, l'exemple de la friperie que tu donnais, Olivier, pour illustrer une autre des dimensions sur comment les entreprises collectives se distinguent des entreprises traditionnelles. À côté de chez moi, j'habite dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, il y a un coin de rue où il y a d'un côté une friperie Renaissance, qui est une organisation d'économie sociale qui fait de la réinsertion, et de l'autre côté, il y a un Village des valeurs, qui est une entreprise privée qui vise à maximiser le rendement pour ses actionnaires. Évidemment, la question que tu as soulevée, Olivier, de la qualité des intrants puis du volume qu'ils peuvent recevoir de dons pour avoir des bons produits à revendre est importante pour ces deux organisations. Donc, que fait le Village des valeurs? Il fait ce que je qualifierais peut-être, bon, c'est peut-être une exagération, mais de social washing. Ils ont une très grande banderole qui affiche leur centre de dons communautaire où tu peux aller donner. Et eux, ce qui s'engage, c'est que pour chaque certain volume de dons qu'ils reçoivent, ils vont faire, eux, un don à des groupes communautaires du quartier. Mais donc, eux, ils vont prendre les produits, ils vont les revendre les plus chers possible dans le marché de la revente de la fripe. Et ils vont donner une petite marge de ça, comme un don philanthropique à une mission sociale, ce qui est assez fondamentalement différent de l'approche de la friperie où 100% des dons vont à leur mission de réinsertion. Ils vendent leurs produits les moins chers possibles. D'ailleurs, c'est beaucoup plus abordable comme friperie que les friperies privées. Et à la fin du mois ou à la fin de l'année, s'ils dégagent des surplus sur cette activité-là de vente, bien, tout ça est réinvesti dans leur mission d'insertion sociale. Donc, eux, ils sont en fait les deux en même temps. Ils sont à la fois la friperie et l'organisme communautaire de réinsertion sociale et 100% des dons et de l'argent qui se passe dans cette activité économique-là va à cette mission, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas d'un modèle d'entreprise privée qui, même si elle va se mettre un vernis de responsabilité sociale pour nous convaincre d'aller leur faire des dons, va extraire quand même le maximum possible de valeur de cette activité économique-là pour le reverser à ses actionnaires, puis va verser un montant qui va être comme symbolique quasiment à des groupes communautaires. Puis là, je comprends qu'il y a sûrement des groupes communautaires pour lesquels c'est une source de revenus
non négligeable, là, mais en même temps, c'est une dépendance aussi à cette activité-là de dons qui visent des objectifs de profit, qui montrent comment ces deux logiques économiques complètement différentes. Puis je vais juste dire aussi que je vais déposer dans le chat le titre de l'article auquel je référais plus tôt. Merci, Laurent, parce que c'est une précision, je pense, qui était importante pour justement montrer quelle est la différence malgré le même modèle d'affaires ou, à tout le moins, en tout cas, le même service et produit qui est déployé par ces deux entités-là, et de montrer à quel point, justement, l'économie sociale, c'est vraiment la distinction fondamentale. C'est qu'au cœur du business de l'entreprise, je veux dire, c'est pas l'argent nécessairement, c'est vraiment le cœur, c'est l'être humain, en fait. Puis c'est l'amélioration des conditions, justement, de la collectivité qui sont la préoccupation principale de l'entreprise d'économie sociale par la réinsertion. Puis c'est ça qui permet justement notamment de financer tout ce qui va être plus le volet de dons qu'ils vont pouvoir donner à vraiment les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'avoir des meubles, qui ont besoin d'avoir certains vêtements, qui ont besoin d'avoir d'autres outils de cuisine et tout ça. Plusieurs de ces friperies-là qui sont aussi des fois un peu un genre de magasin général de deuxième qualité, si on veut, en quelque sorte, ou de dons, en fait, récupérés. À ce niveau-là, c'est pour ça que c'est important pour eux autres de pouvoir bénéficier là-dessus sur l'achat qui est valorisé par l'entreprise et pour permettre justement de développer ces programmes-là de dons auprès des personnes qui en ont besoin. Alors, si on va dans le chat, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui sont en train de se manifester peut-être dans vos esprits jusqu'à présent. Tout va bien jusqu'à présent? Oui? Excellent. Sinon, j'aurais une question pour toi, Laurent. Toi, dans les perspectives d'avenir, justement, de l'économie sociale, est-ce qu'il y a des enjeux ou il y a des sujets, toi, qui t'intéressent et que tu vois notamment des niches qui pourraient être explorées par l'écosystème de l'économie sociale? Bien, on a déjà parlé un peu de la question de la mutualisation, là. Je pense que ça, c'est un travail à poursuivre qui concerne principalement les entreprises. Mais il y a beaucoup d'autres dossiers d'actualité qui méritent une attention du mouvement. Je vais en sortir deux, mais si vous voulez voir une liste plus complète, le plan stratégique sur 5 ans du chantier de l'économie sociale en dresse un portrait un peu plus exhaustif. Le premier qui vient en tête, en tout cas, le premier point plus rapide, c'est la question du repreneuriat. Donc, on fait face au Québec à une vague qui a déjà commencé de départ à la retraite d'entrepreneurs, principalement de la génération des boomers. Ils n'ont pas dans tous les cas nécessairement une stratégie de reprise de leur entreprise qui est prédéfinie. Puis, il y a là une opportunité historique de convertir de ces entreprises-là en propriété collective. Puis ça, c'est relativement simple, mais en même temps, c'est un processus qui demande du travail, là, mais c'est simplement la création d'une entreprise collective qui va racheter l'entreprise au propriétaire précédent. Fait que ça ne nuit pas nécessairement à la retraite de ces personnes-là. Souvent, la valeur de leur entreprise, c'est leur fonds de retraite. L'entreprise collective peut racheter l'entreprise à sa juste valeur, mais elle va changer toute la structure de propriété, puis de gouvernance, puis les objectifs. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que les repreneuriats collectifs, donc on appelle repreneuriat collectif ce processus-là de rachat en économie sociale, souvent ça va être porté par des parties prenantes de l'entreprise qui ne veulent pas la voir disparaître, que ce soit les employés, la communauté locale, par exemple dans des régions éloignées, souvent c'est comme ça qu'ils vont maintenir un service de proximité, ou simplement la communauté régionale, comme dans le cas de la laiterie de l'Outaouais, où la région de l'Outaouais, c'est largement mobilisé pour préserver une laiterie dans le coin. Donc, il y a plein de raisons de vouloir faire ce travail-là. Puis, il y a plein de travail qui peut être fait au niveau des politiques publiques puis de l'écosystème pour faciliter puis fluidifier ce processus-là. Donc, il y a déjà des mesures de soutien financier pour la reprise collective. Il y a mais on pourrait aller plus loin. On pourrait aller au niveau d'incitatifs fiscaux. On pourrait aller au niveau de fonds d'accompagnement, fonds d'achat temporaire pour faciliter la création de l'entreprise collective. Il y a comme plusieurs avenues pour aller de l'avant avec ça. Puis je pense que c'est une avenue importante pour le développement de l'économie sociale dans beaucoup de territoires, surtout dans un contexte historique où
dans un marché de plein emploi, même de pénurie de main-d'œuvre comme maintenant, c'est plus difficile de démarrer une nouvelle entreprise collective de zéro. Alors que reprendre des entreprises existantes, convertir ces emplois-là vers l'économie sociale, ça, c'est une façon rapide d'arriver à nos objectifs. Fait que ça, c'est un aspect que je voulais souligner. Puis le deuxième, bien évidemment, c'est le défi de notre époque. On ne peut pas passer sous silence le défi de la transition socio-écologique, transition écologique juste, qu'on souhaite juste et démocratique. Bien, si c'est ça qu'on souhaite et qu'on ne souhaite pas juste rentrer dans une ère où la méga corporation Tesla répond à tous nos besoins économiques de voitures électriques en créant la personne la plus riche du monde, ben, l'économie sociale doit faire partie de la solution parce qu'on ne peut pas faire une transition sociale et écologique qui sont les deux des piliers du développement durable si on ne transitionne pas aussi le volet économique. Ça, je pense que c'est fondamental. Un des facteurs qui nous a amenés dans notre situation actuelle, c'est la logique de la croissance infinie puis l'accumulation maximale de richesses. L'économie sociale, c'est une alternative à ça. C'est une alternative qui redonne du pouvoir aux communautés sur le développement de leur territoire, sur leur développement économique. C'est un modèle de développement économique qui permet d'imaginer des économies plus stables puis moins extractives. Donc, en termes d'actions concrètes pour l'économie sociale, c'est sûr que d'un côté, il y a plusieurs activités à forte valeur écologique qu'il faut développer activement. Le chantier est impliqué dans le soutien au développement de la filière recyclage, déchiquetage. Ça touche un peu à la fripe dont tu parlais, Olivier, pour renforcer la capacité de l'économie sociale à répondre à ces besoins-là. Mais d'un autre côté, je pense aussi qu'on doit envisager le développement de l'économie sociale dans les secteurs d'activité les plus polluants. Parce que c'est dans ceux-là où la recherche de la maximisation du profit se traduit le plus souvent par l'augmentation continue des émissions ou des empreintes environnementales. Puis ça, ça nous amène à revenir ultimement à des questions fondamentales de biens et services souvent de base, parce que beaucoup des émissions viennent du secteur des transports, viennent de l'alimentation, de l'immobilier. Bien, ça, c'est tous les secteurs où une augmentation de l'espace, de la place de l'économie sociale va pouvoir amener à ce que ces logiques-là non marchandes dont on parlait déjà dans des dimensions sociales, comme un logement abordable, peut aussi se traduire par une réduction de l'empreinte environnementale. Puis, je peux dire, par exemple, qu'à l'utile, on est tout à fait engagé dans cette voie-là. C'est sûr que le bâtiment le plus écologique, c'est le bâtiment que tu ne construis pas. Mais nous, on part du principe que, bon, il faut quand même construire un peu plus de logements, mais les logements qu'on construit, vu qu'on ne les construit pas dans une logique de maximiser le rendement, bien, on peut faire des choix parfois pas vraiment logiques d'un point de vue financier, mais qui sont les plus bénéfiques du point de vue environnemental. On est dans une démarche pour essayer de réduire l'utilisation de béton dans nos immeubles. Ça, c'est un truc qui est hyper polluant puis hyper comme une norme dans le milieu de la construction, d'un côté. Puis de l'autre, bien, souvent, on va, par exemple, refuser les très juteuses subventions de Énergir, l'anciennement Gaz Métro, qui subventionnent des développeurs immobiliers qui installent des chaudières au gaz, par exemple, pour devenir consommateurs de gaz naturel. Même si c'est avantageux financièrement pour nous de faire ce choix-là, de chauffer nos immeubles au gaz, bien, on va toujours prioriser, puis on y arrive dans pas mal tous nos projets, un chauffage électrique parce que c'est beaucoup plus écologique, même si ce n'est pas plus payant. Donc, ça, c'est le genre de décision, puis là, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes nos autres mesures qui visent la carboneutralité, mais c'est beaucoup plus facile de faire ce genre de décision-là quand, ultimement, à la fin de l'année, tu n'es pas redevable d'avoir maximisé le rendement de tes actionnaires. Donc, pour moi, c'est ça un peu les grands défis auxquels on fait face, puis les objectifs qu'on doit garder en tête. Puis cet objectif-là de transition, bien, il touche au premier parce que ça nous donne aussi un indice de l'ampleur que doit prendre le mouvement de l'économie sociale dans les prochaines décennies. C'est absolument important de se projeter justement dans le futur avec ce qui est nommé comme initiative qui serait à considérer puis à regarder. Moi, il y en a un que j'aimerais insister, qu'on en a parlé justement un petit peu, parce que je pense que le textile, vraiment, c'est une niche incroyable en termes
d'enjeux, de défis, de réflexion stratégique, de prise en considération d'à quel point c'est polluant comme industrie au Québec. Puis d'ailleurs, à ce niveau-là, je vais vous mettre de l'avant le rapport actuel le plus à jour sur l'état de la circularité du textile. Dans ce rapport-là, ce qu'on apprend notamment, c'est qu'actuellement, c'est 48% des textiles qui sont consommés qui vont à l'enfouissement. Donc, imaginez le tonnage que ça doit représenter. Au total, tout ça. Il y a des chiffres, je crois, de Récit Québec, d'ailleurs, qui avaient été mis de l'avant par rapport à ça. Et à ce niveau-là, ben, je vous invite, c'est ça, à aller chercher le rapport de Mutrec qu'il y a dans le lien que je vous ai partagé. Parce que Mutrec, en fait, c'est un consortium québécois qui a fait justement la lumière et le focus sur l'état actuel du textile et de voir un petit peu justement quels sont les enjeux là, sur lesquels on a à jouer à ce niveau-là dans le futur. Et sinon, il y a une question de M. Belmiboup également encore. Et on a un commentaire par rapport à ne serait-ce que de freiner l'étalement urbain et de maintenir les locataires dans leur milieu, créer une économie au niveau des déplacements quotidiens que créer le marché actuel. Oui, absolument. Ben, ça, c'est aussi un autre exemple de comment la recherche des rentes et des profits, non seulement par les développeurs immobiliers, mais même dans certains cas, malheureusement, par les municipalités elles-mêmes qui sont dépendantes des taxes foncières, c'est ça beaucoup qui crée l'étalement urbain. Nous-mêmes, on l'a fait le calcul une fois. Heureusement, à l'utile, c'est un choix qui est facile parce que construire en troisième couronne, ce n'est pas très intéressant pour la clientèle étudiante. Mais c'est sûr que si je regarde strictement d'un point de vue de contrôle des coûts, c'est toujours plus économique et simple et facile et agréable de acheter un champ puis construire à partir de zéro sur des infrastructures municipales neuves subventionnées par les payeurs de taxes et sur un terrain qui était un champ de maïs, donc il n'y a pas de contamination, que de, mettons, sur notre premier projet à Montréal, on a racheté un salon funéraire abandonné qui avait de l'amiante dans les murs, du plomb dans la peinture, 3 mètres de terrain contaminé en dessous, des immeubles tout autour qui forment des contraintes, des servitudes, des besoins de négocier avec la ville pour pouvoir installer notre grue dans les voies de circulation. C'est un casse-tête là, de densifier puis c'est plus coûteux de construire dans des milieux urbains, mais c'est ça la façon responsable de développer notre territoire. Puis les pressions qui poussent vers l'étalement urbain sont beaucoup des pressions de logique économique et financière. Évidemment, à un moment donné, il y a des questions d'urbanisme puis de forme urbaine aussi. Là. Il faut que les villes autorisent la densification sur leur territoire, mais il y a beaucoup de gens qui gagnent financièrement à cette logique-là d'étalement urbain, même si à moyen puis à long terme, on perd collectivement. Puis même les municipalités finissent par perdre financièrement aussi par le maintien des infrastructures, mais à court et moyen terme, elles sont gagnantes, tout comme les développeurs privés. Là. Et je pense personnellement que c'est vraiment la clé de voûte pour comprendre fondamentalement qu'est-ce que c'est de l'économie sociale. C'est de penser l'économie autrement, c'est de penser l'économie sur le très long terme, pas juste sur l'enrichissement individuel dans le très court terme et de dire oui, je vais faire une tonne d'argent demain matin avec un contrat de service, avec quelque chose comme ça. Mais est-ce que la collectivité, en fait, va en bénéficier? À quel niveau être capable d'en bénéficier par rapport à tout ça? Puis je pense que l'exemple des municipalités, en fait, on en a parlé beaucoup, justement, l'ensemble des intervenants de l'écosystème de l'économie sociale au courant des élections municipales qui viennent de se terminer. Il y a d'ailleurs un cahier qui avait été produit au niveau du chantier de l'économie sociale pour interpeller les candidats aux élections municipales afin de leur inviter justement à considérer l'économie sociale notamment comme un levier de développement économique de leur territoire dans la pérennité et dans la mutualisation aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, les municipalités sont un des principaux piliers quand on parle en termes de besoins de services et tout ça. Simplement toute la gestion des déchets, l'entretien de nos routes, l'entretien de tout ce qu'il y a à faire dans un terrain municipal. On s'entend que c'est beaucoup de services et de produits qui sont incontractés. Et à ce niveau-là, ben, ce sont les citoyens qui payent au final. Alors que l'accroissement des coûts continue à exploser. Je me rappelle très récemment parce que, oui, deuxième chapeau qui vient de se compléter, j'étais conseiller municipal d'une petite municipalité de 1500 habitants, puis on voyait la facture, en fait, des frais d'enfouissement. Si vous savez à quel point ça explose présentement à la tonne, au prorata, là,
par rapport aux dernières années. C'est incroyable, en fait, présentement. Si on continue dans la voie qu'on va, l'enfouissement va coûter le double dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, qu'est-ce que ça coûte présentement? Donc, il y a une transition qui a été entamée par rapport non seulement au recyclage, mais aussi tout ce qui est le fait d'utiliser davantage tout ce qui est compost et autres mesures de collecte sélective. Mais moi, personnellement, je réitère encore là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un des dossiers que l'économie sociale peut s'occuper, d'essayer de trouver des solutions pour des débouchés, surtout que dans l'économie, ça ne générera pas plus que peut-être que 5 de profitabilité. Puis ça peut être justement un créneau avantageux à l'avantage de l'économie sociale. C'est que quand il y a très peu de profitabilité, mais qu'il y a une profitabilité collective qui est présente par rapport à un projet potentiel, c'est là que l'économie sociale peut davantage s'inscrire dans l'écosystème économique actuel. Écoutez, il reste 4 minutes avant 13 heures. J'aurais envie de dire, on est pas mal rendu à la conclusion de cette discussion, ma foi, fort intéressante, que j'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter, à entendre et à interagir tout au long de cette heure de dîner. Je ne sais pas, Laurent, de ton côté, est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin à prononcer? Ben oui, je veux juste dire que Peut-être en termes de perspective, justement. ben, je pense que c'est important de comprendre, de garder en tête que autant les entreprises collectives essayent de faire le développement économique par et pour la communauté, ben, le mouvement de l'économie sociale se structure aussi par et pour ses membres. Puis beaucoup des discussions qu'on a eues, beaucoup des thèmes stratégiques, des réflexions sur l'avenir de l'économie sociale qu'on a eues, c'est des préoccupations, des discussions qui animent le chantier de l'économie sociale, les pôles, les réseaux d'entreprises. Puis c'est des discussions qu'on doit avoir ensemble, puis qui doivent se poursuivre. Là. Puis c'est beaucoup la fonction du chantier d'être au service de ces réflexions-là du mouvement puis de son développement. Donc, quand il y a des réalités stratégiques qui émergent, des opportunités qui se présentent sur les territoires, ben, c'est important de se parler puis de traiter ces questions-là collectivement. Je pense que la raison pour laquelle on peut avoir un mouvement qui est aussi ancré dans la réalité terrain puis les préoccupations réelles des entreprises puis des communautés, c'est parce qu'il y a cette circulation-là de l'information. Fait que puis le point d'entrée de toutes ces informations-là, souvent, c'est les pôles. C'est un travail hyper important qui est fait de concertation, réflexion, éventuellement positionnement. Puis on a un réseau de pôles d'économie sociale qui est présent dans toutes les régions, puis qui est très fort, puis qui est structuré, puis avec beaucoup de gens très compétents. Donc, mon message peut-être en conclusion, c'est il faut continuer ces réflexions-là puis ces discussions-là. Il ne faut pas hésiter à les initier, les engager avec Olivier ou si vous êtes ailleurs au Québec avec votre pôle. Ou Isabelle qui est présente ici, Joanne Dessars 02. Voilà, puis ça, puis après, ben, il faut en parler au chantier aussi. Puis moi, je suis juste le président du conseil d'administration. Je ne peux pas tout savoir ce qui se passe, mais mon travail, c'est de s'assurer qu'on a ces discussions-là, qu'on a un espace pour que l'information circule. Puis le conseil d'administration, c'est pas le début ni la fin de cette consultation-là non plus. Il y a beaucoup d'autres espaces de discussion puis de réflexion. Il y a toute une équipe de permanents, d'employés au chantier qui sont sans cesse en train de traiter un volume d'informations assez impressionnant sur tous les secteurs, tous les territoires. Fait qu'hésitez vraiment pas non plus à saisir le chantier. De toute façon, la discussion pôle-chantier a lieu sans arrêt. Mais vraiment, je pense qu'on est un mouvement qui est autant démocratique dans son fonctionnement que dans notre objectif de démocratisation de l'économie. Puis ça, c'est important de le garder en tête puis de le renforcer ces pratiques-là parce que c'est comme ça qu'on va continuer de rester pertinent pour les communautés au Québec. Bien, merci beaucoup, Laurent. Puis effectivement, l'écosystème de l'économie sociale au Québec, c'est beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui sont au service, notamment des citoyens, des groupes, des personnes qui ont envie de faire la différence. Je dirais que l'économie, justement, au Québec, a besoin de davantage d'économie sociale. C'est quand même déjà, évidemment, 10% de l'économie qui est en présence par rapport à ceci. Mais évidemment, comme tout bon économiste, on ne peut pas passer sur le côté le fait que les besoins continuent toujours d'augmenter, mais les ressources deviennent de moins en moins disponibles. Et qu'à ce niveau-là, si on continue cette logique-là, bien, c'est certain que de plus en plus dans le futur, on aura besoin d'économie sociale comme modèle économique pour s'assurer de limiter notre empreinte écologique, puis de s'assurer aussi qu'on est davantage au service des collectivités et non pas simplement pour l'appât du gain.
c'est toujours le fun d'avoir en tête, évidemment, des ambitions économiques, de vouloir révolutionner les choses, de vouloir implanter notre propre mesure économique. Il ne faut pas du tout tuer, si on veut, l'esprit d'entreprise, mais ce qui est important, c'est davantage de considérer justement le développement d'entreprises qui vont prendre en charge justement cette nécessité-là, en fait, de davantage d'offrir des services qui vont venir solutionner des besoins qu'on a et qui vont évidemment, avec le vieillissement notamment de la population, qui vont aller en s'accroissant. Alors, Bien dit. à ce niveau-là, merci. Alors, à ce niveau-là, il ne resterait plus que d'abord à remercier Laurent. Merci beaucoup de ta générosité d'avoir été présent avec nous. Je sais que tu es très occupé, évidemment, avec la gestion utile, avec la gestion au niveau du conseil d'administration du chantier. Donc, merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous, chers invités, chères personnes qui étaient présentes avec nous dans la salle. Ça a été vraiment très intéressant de voir vos questions, vos réactions par rapport à ceci. Puis, il ne me reste plus qu'à vous dire un excellent après-midi en ce 11 novembre. Donc, on était en direct donc, sur Internet pour discuter d'économie sociale ce midi. Alors, merci, Olivier, pour l'invitation et pour l'organisation. Ça fait bien plaisir. Alors, à la prochaine et prenez soin de vous.